Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Retour de Berkov dans tous ses états, j'ai le plaisir de remplacer André. Aujourd'hui, vous le retrouverez demain en pleine forme au micro de Sud Radio pour Berkov dans tous ses états de 12h30 à 14h. Et comme nous sommes le premier jour ouvrable de l'année, on va parler des perspectives de 2023 puisque 2022 c'est terminé. Alors pour parler de ces perspectives, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Barbara Klein, journaliste notamment à CNews. Bonjour. Bonjour Philippe, bonne année. Et bonne année à vous. Tous aussi. Absolument, bonne année. Jeremy Stubbs, alors qui est anglais, donc on va dire Happy New Year to you all, c'est ça? Merci d'avoir utilisé la langue du roi Charles. Directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et nous aurons dans quelques minutes avec nous Franz-Olivier Gisbert, journaliste, auteur de Histoire intime de la Ve République, la belle époque, publié chez Gallimard. On va commencer par une question qui revient à 2022, mais 2022 à 20h, donc on peut dire que c'était presque 2023. Barbara Klein, la galanterie française, ça existe, mon cher Jeremy Stubbs, vous êtes d'accord? La galanterie française oblige. Oui, faut la cultiver un petit peu. Comment avez-vous trouvé les vœux présidentiels? Alors, un petit mot sur la forme quand même, parce que je dois dire qu'au début, j'étais amusée par le changement de décor un petit peu, plus détendu. Bon, finalement, à la réflexion, j'avais l'impression qu'il était assis dans la médiathèque du coin et je me suis vue regretter le cadre solennel auquel on est plus habitué. Sur le fond, je l'ai trouvé sérieux, mais moins péremptoire que par le passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de discours qui n'étaient pas forcément ceux des vœux, de discours graves qu'on avait trouvé peut-être un peu surjoués d'ailleurs, très donneurs de leçons aussi. Là, j'ai senti un effort de justesse, de parler vrai, tiens, venons-y. Dans le ton utilisé, la façon de décrire la situation que la France pouvait traverser et surtout le ressenti que les Français pouvaient en éprouver. Voilà. Sur la forme, bon, je reviens à la réforme sur le fond, sur la réforme des retraites, qui était le gros sujet. On va en parler. Voilà, il était dans son rôle assez ferme. On sait qu'il veut la faire passer. Il n'a pas donné l'éventuelle once d'un espoir, d'une hésitation qui pourrait laisser penser à ses opposants qu'il renoncerait. Bon, et puis sur l'unité, qui était aussi le grand message. J'ai envie de dire que d'abord l'unité ne se fait pas avec des mots, plus par des actes selon moi, et qu'un bon chef normalement n'a pas à appeler à l'unité. S'il est bon justement, en général, de son autorité naturelle découle l'unité des troupes. Appeler à l'unité quand on a un peu participé par le passé, à mon sens, à monter des catégories de Français contre d'autres. Appeler à l'unité quand on ne réintègre pas des soignants qui ont été exclus alors que l'hôpital manque de bras. Appeler à l'unité quand on décide finalement tardivement de revaloriser le salaire d'entrée des enseignants à 2 000 € sans qu'on soit sûr que ceux qui sont en milieu de carrière aient droit aux mêmes égards. J'attends des actes plus que des paroles. Des actes plus que des paroles. Jeremy Stubbs, comment avez-vous trouvé les vœux présidentiels? Autrefois, on parlait un peu pompeusement du verbe présidentiel, et je pense que ce verbe n'existe plus. C'est-à-dire que l'idée que le président, en prononçant quelques phrases plus ou moins logiques, puisse inspirer dans une certaine mesure son public, c'est impossible. Il est vrai, je suis d'accord avec Barbara, il y a eu une légère amélioration. Maintenant, on peut donner peut-être 8 sur 20, parce que le discours était plus court, plus concis. 19 minutes. Voilà, mais on a eu des discours du président beaucoup plus longs que ça, donc en moyenne, c'est un peu mieux. Le problème, c'est que je pense que beaucoup de personnes à qui j'ai parlé ont dit que ils avaient l'impression que le président ne comprenait pas leurs problèmes au quotidien, n'habitait pas le même monde qu'eux. La partie du verbe qui reste, c'est tout simplement, si vous voulez, la supériorité, l'arrogance. Et on dit que M. Macron a étudié le théâtre à une époque. Il faut qu'il apprenne à jouer, à simuler l'humilité. Je pense que ça ce serait un grand pas en avant. Est-ce que vous diriez, alors il a dit, je cite, que le fait de l'avoir réélu l'honorait et l'obligeait? Trouvez-vous, Barbara Klein, le Macron de ses premiers vœux de second quinquennat différent du Macron version premier quinquennat?
Pas tellement. Hein. Il nous a dit par le passé qu'il écouterait davantage, hein, qu'il s'efforcerait de faire de la concertation, hein, le modèle de dialogue et d'unité. Mais encore une fois, j'ai envie de venir, les actes parlent pour eux-mêmes. Quand une première ministre dégaine 10 fois le 49.3 avant Noël, en 6 mois. En termes de concertation, on a vu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour vous, il y a un Macron 2 par rapport à un Macron 1. Je parle évidemment au quinquennat, Jeremy Stubbs. Je pense que la différence, c'est que le Macron 2 sait qu'il ne pourra pas être élu une troisième fois, ce qui n'était pas le cas pour le premier. Oui. Et donc, on a copié les Américains, hein, comme Barbara a été longtemps correspondante aux États-Unis pour différents médias français. Comme toujours, on copie les Américains. Je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais on les copie. Tout n'est pas mauvais chez eux, il faut le dire. Comme chez les Anglais d'ailleurs. Même parfois chez les Anglais. Mais en fait, je pense que ce deuxième quinquennat, comment dirais-je, ça va être encore plus médiocre en quelque sorte, dans la mesure où il n'y aura même pas de pression d'une nouvelle élection après. Et quand M. Macron parle de l'Europe, on a l'impression que c'est ça qu'il vise désormais. Il voudrait être projeté... Le premier président de l'Europe. Voilà, une sorte, ou du moins une position d'importance en Europe. Et je crois que ça fait partie de cette hauteur qui dépasse la plupart des Français, qui est, à mon avis, un grand boulet pour lui. C'est dommage d'ailleurs, parce que le fait qu'il ait cette perspective... On en reparlera peut-être de ne pas pouvoir être réélu, pourrait aussi lui donner du panache et de l'audace pour enfin mener et se démener plus. Vous semblez dire que puisqu'il n'y a pas cet horizon, il va peut-être pas se fatiguer. C'est dommage, au contraire. Je pense qu'il pourrait se dire, je veux laisser une empreinte, je veux faire de vraies choses et allons-y, quelles que soient les perspectives d'ambition personnelle derrière. Jeremy Stubbs, pour réagir. Oui, je pense, quand je vois M. Macron, je pense beaucoup, et pour cause, à Tony Blair. C'est quelqu'un qui est jeune, qui est élu, beaucoup de succès, au début un peu de panache. Venant de la gauche, mais faisant une politique de droite. Donc... Exactement, très bien. Et qui ensuite devient un peu obsédé par l'empreinte qu'il va laisser, au point de ne plus penser de manière très logique, au point de tout gâcher en quelque sorte. Tony Blair, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est honni, outre-Manche. Et je crains que M. Macron ne connaisse le même sort un jour. C'est cette empreinte qui les tue. On va traverser l'Atlantique. Vous étiez correspondante aux États-Unis à l'époque où Barack Obama était président, notamment. Vous voyez un rapport. J'ai bien aimé l'allégorie à Tony Blair. J'y avais pas pensé. Entre par exemple Barack Obama qui est arrivé au pouvoir jeune et Emmanuel Macron. Barbara. Après, c'est toujours difficile de comparer les hommes d'État. Ils ont certes des points communs, mais après. Et les USA sont pas la France. Non, mais voilà, ils évoluent dans un univers culturel tout à fait différent. Oui, par la jeunesse, par l'envie de moderniser, sans doute. Maintenant, ce sont quand même des hommes très différents et dans la manière de faire aussi et dans ce qu'ils dégagent auprès de la population qui, là aussi, les électeurs sont très très différents si on compare les électeurs français et les électeurs américains. Oui, ça c'est clair. Vous êtes d'accord avec ça, Jeremy Stubbs? Oui, tout à fait. Il y a quand même une autre forme de parallèle parce qu'ils étaient tous les deux jeunes et élus avec un très grand espoir. Tout allait être différent. Avec Barack Obama, on a trouvé qu'à la fin, ça n'a pas changé. Les espoirs ont été déçus. Grand-chose. Et je pense qu'on va dans la même direction avec M. Macron. Je suis un peu négatif à son égard, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on appelle les citoyens d'Albion les perfides. Non, c'était une plaisanterie. C'est tout à fait sérieux, Philippe. Berkoff dans tous ses états, 13h13 pile, mais ça va nous porter chance. Oula. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce débat pour les perspectives 2023. On a parlé des vœux d'Emmanuel Macron. On était au 31 décembre 2022 de 20h à 20h19. On va passer à 2023. On va commencer par parler de quoi? Eh bien de la réforme des retraites. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David.
Et on est jusqu'à 14h ensemble pour Berkoff dans tous ses états. On est avec Barbara Klein, journaliste notamment à CNews, Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et on aura dans quelques minutes Franz-Olivier Gisbert, journaliste, auteur de Histoire intime de la Ve République, la belle époque, publié chez Gallimard. On a parlé des vœux présidentiels. Alors, la trêve des confiseurs a été très courte, avec Noël et le jour de l'an tombant un dimanche, et on va rentrer dans le vif du sujet dès janvier, et on est en janvier, avec la réforme des retraites. Je cite le président de la République, « L'objectif est de consolider notre régime de retraite par répartition qui, sans cela, serait menacé, car nous continuons de financer à crédit. Pour ce faire, l'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera étape par étape sur 10 ans, avec une application dès la fin de l'été 2023. Pensez-vous que l'année pourrait commencer avec un grand mouvement social, Barbara Klein ? Oui, je le pense. J'ai interviewé encore hier le secrétaire confédéral de Force ouvrière qui confirmait que toutes les délégations, y compris lycéennes, sont dans les starting blocks pour exprimer leur mécontentement face à ce projet de réforme. Au-delà, de la mobilisation, ce qui m'intéresse, c'est ce qui change un peu. J'ai l'impression qu'elle change de forme, la contestation sociale, et que peut-être ça la rend plus radicale encore. Je vais vous expliquer mon point de vue. On l'a vu lors de la mobilisation, notamment des contrôleurs de la SNCF juste avant Noël. Oui. Souvenez-vous. Qui a fait beaucoup parler. Le mouvement n'est pas parti d'un syndicat, mais d'un collectif, qui ensuite a été rejoint par certains syndicats. Même chose du côté des médecins libéraux. Les généralistes qui ont fermé leur cabinet entre les fêtes, l'ont fait d'abord à l'initiative, là aussi, d'un collectif, les Médecins pour demain, avant d'être rejoints par les syndicats. Pour moi, ça montre du coup que la contestation sociale, elle est peut-être en train d'échapper aux traditionnels syndicats. Et finalement par là, qu'elle prive aussi peut-être un gouvernement d'avoir un interlocuteur désigné, parce que c'est finalement ce qu'on avait vu naître avec les Gilets jaunes, cette volonté d'être moins politisé, d'être un groupe collectif sans avoir un porte-parole. Bon, sur les Gilets jaunes, on sait que par la suite, ça leur a finalement un peu porté préjudice. Mais voilà, au final, je pense que ça complexifie la tâche pour le pouvoir de négocier avec un groupe qui officiellement n'a pas de chef. Ça, je me dis que c'est peut-être un phénomène intéressant et nouveau pour 2023. Jérémy Stubbs, vous voyez un gros conflit social dès janvier, un grand mouvement social ? Malheureusement, c'est tout à fait possible. Je pense personnellement que cette réforme des retraites est nécessaire et que ça fait longtemps que différents gouvernements menacent en quelque sorte de faire une vraie réforme de cette sorte. Dans une certaine mesure, on peut dire que c'est très courageux de vouloir la réaliser aujourd'hui. Et donc ça, c'est peut-être un point en faveur de M. Macron. Il y a au moins une sorte de courage. Mais pour retomber encore une fois dans les parallèles historiques, je pense sérieusement quand Dominique de Villepin était Premier ministre, et il avait introduit ce contrat première embauche. C'est mieux. Voilà. Entre 2005 et 2007. Tout à fait, exactement. Et, mais il y avait une telle opposition, peut-être une opposition pas du tout raisonnable, irrationnelle à cette réforme-là, mais une telle opposition que, même en répétant que ce n'était pas si désastreux que ça, que c'était une bonne idée, à la fin, le Premier ministre s'est trouvé complètement isolé, même abandonné par son président. On peut envisager un sort similaire un président pour la qui était en fin de second quinquennat. Enfin, il avait eu un septennat et un quinquennat, faut-il le rappeler. Je fais l'allégorie historique aussi, si vous permettez. Alors, ce qui est sûr, c'est que nombreux sont ceux qui s'y sont essayés et qui se sont tous cassés les dents sur cette réforme des retraites. Oui, donc c'est selon la vieille blague, c'est courageux d'essayer de faire une telle réforme et on peut craindre un échec. Je vais vous faire réagir. Barbara Klein a parlé des Gilets jaunes. Nous sommes le 2 janvier. Le 7 janvier, il y aura, si on en croit les appels à manifester, un retour des Gilets jaunes. Je vais vous faire réagir en premier de Jérémy Stubbs, comme c'est Barbara qui a lancé le hameçon des Gilets jaunes. Je passe la main, il n'y a pas de problème, je ne suis pas jalouse. Est-ce que vous croyez à la convergence des luttes avec la réforme des retraites et éventuellement si le mouvement des Gilets jaunes reprenait de l'ampleur comme il y a quelques années ? Je pense que les luttes n'ont pas besoin de converger. Mais juste de créer du chaos. Et je trouve que l'analyse de Barbara est très astucieuse. Il y a quelque chose qui dépasse le cadre traditionnel, institutionnel des syndicats.
encore une fois, on n'a pas besoin de convergence, on a juste besoin que tout le monde lutte et donne des coups dans tous les sens pour qu'il y ait chaos et que le gouvernement soit tenu en échec. Mais vous voulez réagir, la convergence des luttes, vous y croyez? Non, moi j'y crois pas non plus, même si je vois l'idée, effectivement, un mouvement peut en entraîner un autre et ça permet de faire grossir un petit peu le pouvoir de nuisance qu'on espère quand on est à ces postes-là. Moi, j'ai l'impression qu'à l'image de notre société, qui est finalement de plus en plus individualiste, qui érige en modèle la réussite de ces influenceurs qui finalement n'ont le nez que sur leur propre nombril, j'ai l'impression que la contestation, que la contestation sociale, elle est catégorielle en fait. Là encore, prenons les derniers exemples. Les salariés Total Energy se sont battus de leur côté au moment de quelques semaines avant Noël. Idem, les agents EDF des centrales nucléaires ont eu leur cause. Les contrôleurs de la SNCF aussi. Bon. Elles peuvent se rejoindre dans l'idée, mais après, chacun lutte pour son propre statut. Mais vous avez mis le doigt sur un point auquel je n'avais pas pensé en préparant l'émission, mais qui est très juste. Vous avez dit, ça se passe hors des syndicats. Certains disent qu'Emmanuel Macron, c'est la droite orléaniste, la droite orléaniste qui s'appuyait sur les corps intermédiaires plutôt que sur le peuple, contrairement à la droite bonapartiste. Est-ce que quelque part, quand on a tout fait, et ça date de Sarkozy, pour détruire les corps intermédiaires, est-ce que quelque part, on n'a pas le problème de se retrouver face au vide pour négocier, Barbara et Jérémy? Oui, vous avez sans doute raison. On récolte ce qu'on a semé. Après, était-ce fait sciemment ou pas tenter sans savoir où ça mènerait? Ça, je suis incapable de vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si la droite orléaniste existe en Angleterre. Il y a peut-être la droite Windsor et la droite Plantagenet. Je sais pas. Oui, l'analyse a juste peut-être 1000 ans de retard, mais elle est bonne, elle est bonne. En fait, si je faisais encore une fois une comparaison avec le Royaume-Uni sur cette question-là, le chacun pour soi, c'est ce qui décrit le comportement des syndicats britanniques dans les années 70, avant l'arrivée de Thatcher, à partir de la fin des années 60. Et on aurait pu croire qu'il serait possible de les diviser en satisfaisant les uns et pas les autres. Mais en fait, quand tout le monde veut quelque chose en même temps, c'est le chaos et le gouvernement est réduit à l'impuissance. Et c'est ce que je crains en ce moment. Vous avez la réponse à votre question sur janvier noir ou pas? Oui, le chaos. Absolument. Alors, on va légèrement dériver tout en restant sur la réforme des retraites. Il n'y a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale. La réforme peut-elle passer sans les Républicains? Et le fait de la voter serait-il suicidaire pour LR et son nouveau président Éric Ciotti? Qui veut répondre en premier? Compliqué pour les LR, oui, je pense qu'ils sont... C'est pile je gagne, face tu perds, face je perds, c'est ça? C'est un peu, il n'y a que des mauvaises solutions pour les Républicains. Ils sont un peu pris, si on peut utiliser l'expression, entre le marteau et l'enclume. Oui. Effectivement, soit ils votent la réforme, et je pense que la majorité relative d'Emmanuel Macron compte là-dessus. Mais donc, soit ils la votent. C'est vital. Voilà, s'ils ne le votent pas. Mais pour les Républicains, soit ils la votent au nom de cette tradition de la droite, mais ils trahissent une partie de leur électorat qui justement a préféré voter pour eux et pas pour Emmanuel Macron. Et là, cet électorat-là va se sentir un peu abandonné. Il y aura peut-être moins de... Les retraités, ils sont la base, on va dire, de l'électorat de Macron. Eux, il n'y aura pas de problème, mais les actifs vont tiquer. Et donc, soit les Républicains ne la votent pas, et alors là, ils renient une idée chère à cette droite, qui est qu'il faut allonger la durée du travail. C'est une promesse de Valérie Pécresse, la réforme des retraites. Voilà, donc ça peut porter un sérieux coup de là dire que ça peut achever les Républicains, ça va tanguer évidemment, ça peut surtout fracturer le groupe. Et là, qui est déjà pas très nombreux. Qui est déjà pas très nombreux, mais ça va faire deux camps. Jérémy Stubbs. Tout à fait. Il faut absolument que les Républicains trouvent un vice, même de forme, dans cette réforme pour ne pas la voter. Il faut... Bon, ce n'est pas impossible à mon avis, mais il faut qu'ils trouvent ce prétexte pour ne pas voter, sinon c'est le suicide probablement, oui. Mais s'ils ne votent pas, ils ont tout à perdre, comme le disait Barbara, parce qu'on dira, mais vous avez soutenu Valérie Pécresse qui voulait passer la retraite à 65 ans, si je ne m'abuse. On est d'accord là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que ce qui était valable au printemps dernier n'est plus valable à l'hiver suivant? Il faut qu'ils trouvent ce vice, il faut qu'ils trouvent cette différence entre ce qu'ils auraient voulu et ce qui est proposé par le gouvernement actuel.
c'est la seule chance de salut. Ça va être difficile à expliquer. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme vice? Mais justement, quelque chose sur le calendrier, des réformes et des changements. Peut-être que ça n'arrivera pas assez vite pour eux, c'est possible, mais d'après ce que je vois, c'est la seule porte de sortie possible. Sinon, c'est vraiment une très grande difficulté. Ils sont piégés. Ils sont totalement piégés. Est-ce qu'ils jouent leur survie avec cette réforme des retraites, si tant est qu'ils soient encore en vie parce qu'ils ont fait moins de 5% à la dernière présidentielle? Oui, et si tant est qu'on considère que l'arrivée d'Éric Ciotti n'a pas donné comme une nouvelle ère, en fait. Voilà, il se suicide si on est toujours dans finalement ce qu'on considérait avant l'élection d'un nouveau président. Maintenant, Éric Ciotti, peut-être en interne, a envie de changer un peu la donne et on n'est pas à l'abri, effectivement, qu'ils trouvent quelque chose ou qu'ils essayent de jouer peut-être encore une autre partition. Surtout que dans le programme à l'élection interne d'Éric Ciotti, c'était aucune alliance avec La République en marche. Donc, Renaissance, pardon. Jérémy Stubbs. Oui, je pense qu'ils vont trouver ce vice, pour difficile à expliquer qu'il soit. Je crois que... Et on parlait de plusieurs députés et représentants LR. Ceux qui sont là sont conscients de la situation, sont compétents, ce qui est un grand avantage. Mais en même temps, oui, ils jouent leur sort. Et peut-être que Éric Ciotti peut donner une nouvelle direction, comme il est notamment plus à droite, certainement beaucoup plus à droite que Valérie Pécresse. C'est une bonne raison pour dire toutes les idées de Valérie Pécresse, même si je les ai approuvées à l'époque, sont mauvaises. Donc je veux faire autre chose. Il a peut-être une carte à jouer justement là, pour s'affirmer à la tête du parti qu'il vient de reprendre. Oui. C'est le bon moment pour s'affirmer? Oui. À la tête du parti? Oui. Oui, même si c'est un peu dans un corner, comme on dit aux États-Unis. Ou comme on dit en franglais, c'est un peu touchy, c'est ça? Oui, c'est seulement où il doit. C'est le premier, c'est comme on dit en anglais, make or break. Make or break. Ça passe ou ça casse. Pour lui, oui. Parfait de conclure avec une métaphore anglaise avant de faire une pause. Berkoff dans tous ses états, 13h27. On calque les perspectives de l'année 2023. Pour le moment, en politique française, on va parler de politique internationale. Franz-Olivier Gisbert va nous rejoindre dans quelques instants, auteur d'un excellent livre, Histoire intime de la Ve République, la belle époque. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Et on parle des perspectives de l'année 2023. Nous sommes en compagnie de Barbara Klein, journaliste notamment à CNews, Jérémy Stubbs, directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Il vient de nous rejoindre, l'auteur d'un excellent livre qu'on avait eu le plaisir d'avoir il y a une quinzaine de jours dans Berkoff dans tous ses états. Franz-Olivier Gisbert pour Histoire intime de la Ve République, la belle époque, publié chez Gallimard. Bonjour et meilleurs vœux, Franz-Olivier. Bonjour et bonne année à tous. Bonne année. Alors, on va revenir très brièvement parce qu'on va parler des rumeurs de dissolution. On parlait de la réforme des retraites. Est-ce que pour vous, Franz-Olivier, on revient brièvement là-dessus, LR joue sa survie dans la réforme des retraites? Non. Non. Non, je pense que LR aura des grosses difficultés aux européennes. Moi, je ne crois pas beaucoup à une dissolution, disons, avant les Jeux Olympiques. C'est possible après. Mais et pas la Coupe du Monde de rugby. Non, mais, mais je pense que ça compte beaucoup pour le président de la République, comme ça compte beaucoup pour la maire de Paris, qui, dans les deux cas, pense qu'ils vont se refaire la cerise. Allez, on parle franc, c'est le premier jour de l'année. On peut dire les choses comme on les pense. Donc, moi, je pense que... Et d'ailleurs, je pense que LR, de toute façon, n'a pas non plus envie d'une crise, mais LR, disons, a besoin d'un peu de respect. Et d'où la petite sortie d'Éric Ciotti sur la retraite à 64 ans, quoi. Il a besoin d'une petite discussion. Je pense que c'est sans doute à terme, peut-être Elisabeth Borne qui va finir par faire la négociation, parce que je ne suis pas sûr que le président soit le plus apte, disons, à négocier avec LR s'il faut. Mais l'idée que LR joue sa peau, non. Je pense que pour LR, il y a des enjeux beaucoup plus importants. LR, d'abord, il faut qu'il se reconstruise et qu'il ait vraiment un candidat pour la présidentielle. Bon, on en voit, il y en a un qui est lancé déjà, qui est Laurent Wauquiez, mais c'est ça le plus important pour LR aujourd'hui. Alors,
vous avez dit un mot, c'était la question suivante. Vous ne voyez pas votre dissolution avant la trêve olympique, Franz-Olivier Gisbert? Non, mais il peut toujours y avoir des accidents de parcours. Aujourd'hui, il peut tout arriver dans ce type d'assemblée, mais j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, ça peut se durcir. De toute façon, on peut pas dire que Emmanuel Macron avait fait tant de réformes que ça quand il n'avait pas de majorité. Aujourd'hui qu'il en a pas, il en fera pas davantage. Peut-être qu'il réussira à faire, malgré tout, cette retraite à 65 ans. Il serait temps que la France s'y mette, parce que quand on voit que même l'Italie a la retraite à 67 ans, quand on voit qu'on est un pays qui ne travaille pas, en heures annuelles travaillées, on est en bas du tableau. Et évidemment, avec la retraite à 60 ans, ça fait vraiment, c'est vraiment l'un des grands problèmes français, c'est qu'on ne travaille pas assez. Elle est passée à 62, la retraite, entre-temps. Hein. Barbara, oui, bien sûr. Vous croyez pas, vous, à une dissolution? Est-ce que cette majorité, elle n'a pas une chance? C'est qu'en 2023, il n'y a aucune élection. Et il n'y a aucune élection prévue, hein, sauf démission du président de la République ou dissolution, et que quand il n'y a pas d'élection, on risque pas de subir une déroute électorale. Non mais personnellement, j'aime beaucoup ces rumeurs et ces scénarios qui relèvent toujours un peu du fantasme aussi. Vous savez, on se croirait dans un film ou une série, House of Cards pour ne pas la nommer, où un homme d'État serait encore plus machiavélique que ce qu'on avait imaginé. Bon, l'idée, à part ça, pourquoi pas, est séduisante. Je pense qu'Emmanuel Macron serait tout à fait capable de faire ça. Maintenant, plus stratégiquement, je suis pas sûre qu'il ait intérêt à faire ça. Ça voudrait dire que quand même, ils prennent le risque d'avoir encore une plus faible majorité que celle qu'il est. Et même peut-être de ne plus avoir de majorité relative. Voilà, donc politiquement, je trouve ça un peu risqué. Ce serait ce qu'on appelle la roulette belge. Vous connaissez la différence entre la roulette belge et la roulette russe? La roulette russe, c'est 5 balles un trou. La roulette belge, c'est 5 trous une balle. La roulette belge, c'est 5 balles un trou. Jérémy Stubbs, vous qui êtes anglais. La roulette anglaise, on connaît qu'au casino. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette rumeur de dissolution? Je crois que c'est une rumeur, mais ce n'est pas la vérité nécessairement. Il y a toujours, bien sûr, l'ombre de Jacques Chirac qui plane là. 97. Et je pense que M. Macron a envie de faire ses propres erreurs et ne pas imiter celles de ses prédécesseurs. Alors, Franz-Olivier Gisbert, je vais vous poser une question à tous les trois. Quel va être pour vous le principal enjeu en politique intérieure française en l'an de grâce 2023 ? Franz-Olivier. Disons, c'est le rétablissement des comptes. Je pense que c'est très important. Vous savez, c'est pour ça que Emmanuel Macron ne peut pas tellement reculer sur l'histoire de la retraite, parce que ça va lui donner de l'air. Aujourd'hui, on est quand même dans une sorte de seringue. Il faut quand même regarder la vérité en face. 140 milliards de déficit du commerce extérieur en rythme annuel, alors que les Italiens sont positifs, que les Allemands sont positifs, même s'ils le sont beaucoup moins les uns et les autres, ils le sont. Nous, c'est quand même c'est de la perte. Enfin, je veux dire, c'est pour une entreprise, ça veut dire quelque chose de fort. Bon, ça, je donne cet élément parmi d'autres. Je ne veux pas vous aligner toute une série de chiffres, mais quand on est dans la situation dans laquelle est la France aujourd'hui, bon, avec en plus l'inflation qui arrive et qui va se développer, eh bien, je pense qu'il faut, se protéger d'une éventuelle attaque des marchés. Parce que vous avez derrière ce qui risque d'arriver dans notre pays, l'augmentation des taux d'intérêt qui a commencé et qui n'est pas terminée. Plus ils monteront, évidemment, plus les risques de récession vont se préciser. Donc, je pense que le sujet, c'est ça, c'est-à-dire se protéger d'une éventuelle attaque des marchés. Nous sommes aujourd'hui l'un des maillons faibles de l'Europe. C'est clair. C'était l'Italie. Parfois, on peut se demander si c'est pas aussi aujourd'hui la France. Et donc, il faut se protéger de ça. Ensuite, il faut reconstruire. Alors là, je termine là-dessus. Évidemment, travailler à fond sur la réindustrialisation du pays. C'est un slogan de campagne. J'ai remarqué qu'on parlait des industrialisations beaucoup pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, c'est terminé. Enfin, il faut peut-être rouvrir un certain nombre de placards et reprendre un certain nombre de sujets qu'on ne va pas aborder. Quel placard on va rouvrir ou ouvrir en 2023, Barbara Klein? Moi, j'ai malheureusement l'impression que 2023 ne sera pas tellement différent de 2022. Il y a la guerre en Ukraine qui se poursuit, on en parlera sans doute. Bon, pour les Français, après. Effectivement, l'inflation dont on nous avait dit qu'elle serait un peu éphémère, elle va s'inscrire dans la durée, là, effectivement, avec ces taux d'intérêt là, qui remontent. On voit mal comment on pourrait sortir tout de suite, ou alors avec un coup de baguette magique de cette situation. Je pense que
Je pense que les Français attendent beaucoup sur ce volet-là. Il est urgent d'alléger la pression sur tout le monde, quoi. Après les années de Covid, la crise énergétique, ça fait beaucoup. Et moi, j'ai peur. On a beaucoup salué la résilience des Français. Très bien, la résilience, mais jusqu'à quand ? Je pense que si Emmanuel Macron veut pas un février noir après un janvier noir, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il faut faire ça une priorité, l'inflation et la lutte contre le pouvoir d'achat des Français qui diminue. Jérémy Stubbs. Juste pour remonter le moral à tout le monde. Merci, oui, il en faut. Barbara vient de mentionner la pandémie. Avec ce qui se passe en Chine en ce moment, il se peut que ça revienne. Donc, je parle là juste d'une possibilité, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure de l'économie de la France. On est dans une situation très, très fragile. Et c'est dans cette situation-là que quelque chose comme un nouveau départ du Covid, ça peut tout casser. Et je ne suis pas du tout sûr que la France ait la résilience, mot très branché, pour y survivre. Et donc, il faut qu'on se prépare potentiellement au pire. Potentiellement pour remonter le moral. Je vous pose une question très courte à tous les trois que vous m'avez fait sauter à l'esprit. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini, François-Olivier Gisbert, en 2023 ? Oh bah, ça ne pourra pas continuer. De toute façon, c'est évident. Là, on parle de l'inflation, mais l'inflation, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée parce que nous avons imprimé des billets. Et ça, c'est l'histoire du quoi qu'il en coûte. Oui. Je pense que là, on est dans une phase où nous sommes condamnés à être sérieux. C'est évident. On a fait beaucoup de folies ces temps-ci. Nous avons été gouvernés ou présidés par des Pères Noël. Je pense que là, tout le monde a compris que cette période-là est finie. Vous avez une tenue de Mère Noël, comme vous êtes en rouge. Bon, très bien. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de cadeaux dans ma hotte à vous proposer. Non, mais c'est vrai que, et c'est d'autant plus que cette relation franco-allemande, qui nous aidait beaucoup dans cette survie économique au sein de l'Europe, on voit qu'elle s'effiloche là. L'amitié franco-allemande, voilà, se transforme. Et je sais de quoi je parle. Ma maman est allemande, donc oui. j'ai grandi avec cette idée-là. L'amitié franco-allemande, elle n'existe plus tellement au sens où on en parlait dans les années 80. Donc ce n'est plus qu'une relation. Et c'est vrai que les Allemands nous ont aussi dit qu'économiquement, le quoi qu'il en coûte, il fallait que ça s'arrête. C'est clair. Et vous y croyez-vous, à la suite de la fin du quoi qu'il en coûte, c'est terminé en 2023 ? C'est-à-dire que ça a déjà coûté trop. Si la pandémie repart, il n'y a rien dans les caisses. L'inflation est telle que on ne peut plus continuer à emprunter. Et il est vrai que des événements récents ont jeté un très grand discrédit sur l'Europe. D'abord pour l'organisation du marché de l'énergie. Ensuite, ces histoires de lobbying au Parlement européen. C'est pour ça, je le répète, cette volonté de M. Macron de s'identifier à l'Europe, ça dépasse la compréhension de la plupart des électeurs, à mon avis. Je vous ai entendu dans le casque. François-Olivier Gisbert voulait faire une remarque ? Ah non. Ah bon, écoutez, j'entends des voix, ça peut arriver, voilà. C'est arrivé à un personnage illustre de l'histoire de France, particulièrement maltraité par les citoyens de sa gracieuse majesté, représenté ici par Jérémy Stubbs. Vous voyez à qui je faisais allusion. On va justement parler de politique. J'adore. Tomber sur vos pattes. Justement, ça permet de retomber sur les pattes. Politique étrangère. Alors, une question. François-Olivier Gisbert, on commence avec vous. Est-ce que la France peut jouer un rôle dans la guerre en Ukraine et est-ce que la guerre sera terminée dans un an ? Ah non, mais on ne peut pas répondre à ce type de questions, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, il faut être un peu sérieux là. Même les gens, disons les plus compétents et les meilleurs experts ne peuvent pas répondre à ce type de questions. Quelle est la situation aujourd'hui ? Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est clair qu'il y aura de nouvelles offensives russes dans les prochains mois parce que les Russes ne peuvent pas accepter la situation telle qu'elle est, mais il faudra peut-être qu'ils s'habituent. Ça, je ne sais pas. C'est l'avenir qui va nous le dire. Moi, je ne sais pas. Je sais simplement que cette guerre, elle coûte très cher. Elle coûte très cher à l'Europe. Elle coûte très cher parce que, je dirais pas seulement économiquement, mais elle coûte très cher moralement. Moralement parce qu'elle montre notre inefficacité. Elle montre que nous ne sommes pas vraiment une construction, c'est-à-dire que l'Union européenne
économiquement, bon, chacun menait un peu sa vie, mais il y avait l'euro qui nous protégeait tous. Là, on voit bien que, c'est quand vous parlez de Macron qui devrait, comment dire, est-ce que la guerre en Ukraine nous permettrait d'exister? Mais c'est absolument impossible. C'est absolument impossible. On l'a vu d'ailleurs quand il était président de l'Union européenne, parce que l'Europe n'a pas de défense européenne. Je veux dire, c'est toujours la même histoire, comme c'est la phrase de Staline à Pierre Laval, quand il défendait les religieux contre les persécutions, mais le pape, combien de divisions? L'Europe n'a pas de division. Alors là, pour l'instant, enfin, si, elle a des divisions, mais pas au même sens. Oui, c'est ça, voilà. Mais l'Allemagne est partie dans un grand plan de réarmement très impressionnant. Après, ce serait bien de coordonner tout ça et d'essayer de faire quelque chose qui tienne et qui, au moins, fasse peur à Poutine et qui fasse qu'il ait envie de nous parler. Parce que pour l'instant, quand il nous parle, il s'en fout. Il se fout pas mal de ce qu'on dit. Et comment dire, à la limite, il est beaucoup plus concerné par ce que peuvent dire les États-Unis, ou je dirais même d'une certaine manière l'Ukraine. Barbara Klein, est-ce que vous croyez que dans un an la guerre sera terminée ou pas? Vous faites comme François-Olivier Gisbert, moi je ne fais pas de pronostic. Non, mais évidemment je n'ai pas de boule de cristal. Moi j'ai le sentiment comme ça qu'on s'enlise dans un conflit qui va durer. Mais pour revenir à votre question sur le rôle de la France, peut-elle encore jouer un rôle? Alors là je ne pense pas. Moi j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron arrive au bout de ce qu'il pouvait faire, et quoi qu'il en dise, que la situation est en train de lui échapper. Bon, évidemment, les États-Unis qui sont à la manœuvre depuis le début, mais qui étaient plus dans l'ombre en début, restent à la manœuvre. Et là, j'ai envie de dire, même ils vont plus loin, ils sortent de l'ombre. Enfin, j'en veux pour preuve aussi ce dernier voyage de Volodymyr Zelensky à Washington, reçu à la Maison Blanche, qui parle devant le Congrès. Voilà, il y a un lien direct maintenant qu'on ne cache plus aux yeux du monde entre... si certains l'avaient ignoré, entre l'Ukraine et les États-Unis, donc ce qui exclut de fait complètement la France. Vladimir Poutine n'a aucune intention de négocier avec les Européens ni la France, donc voilà, je pense que et Poutine, on voit, s'enferme dans une logique aussi de guerre, donc moi je pense qu'on a peut-être été naïfs en pensant que Vladimir Poutine n'envahirait pas l'Ukraine au début. Ne le soyons pas de nouveau en pensant qu'on peut résoudre le conflit. Le mot de la fin là-dessus, Jeremy Stubbs, est-ce que vous croyez que la France peut encore jouer un rôle? Ou plus le Royaume-Uni, vous allez nous dire? Cette guerre, elle va continuer parce que c'est le jusqu'au boutisme de Vladimir Poutine. Il ne va pas arrêter pour nos beaux yeux. Emmanuel Macron s'est illusionné en croyant au début qu'il pourrait jouer le rôle d'un intermédiaire. Il ne peut pas. Pour toutes sortes de raisons. Son rôle, c'est d'être au cœur d'une coalition. Et à mon avis, il a du mal à créer des coalitions autour de lui. Ça, c'est un de ses plus grands problèmes à l'international. En même temps, la vieille platitude, un danger, c'est une opportunité. L'opportunité de cette guerre, c'est que ça refocalise l'attention sur le militaire. La France, bon, on parlait tout à l'heure de réindustrialisation. La France a une très bonne industrie, traditionnellement, d'armement. C'est le moment peut-être de revigorer cette industrie, et s'il y avait de l'argent à investir, c'est là que j'investirais. Permettez-moi de vous dire que la France n'a peut-être plus la même industrie militaire, puisqu'aujourd'hui on ne sait plus fabriquer un fusil d'assaut en France et on ne sait même plus fabriquer une cartouche depuis qu'on a fermé l'atelier du GIAD de Saint-Étienne pour les fusils d'assaut et l'atelier du Mans pour les cartouches. Donc on sait faire des Rafales, on sait faire des missiles intercontinentaux. Ah ouais, mais enfin, on est bon. François-Olivier Gisbert. Oui, Jeanne d'Arc. Oui, Jeanne d'Arc. Berkoff dans tous ses états, 13h45, on continue ce débat passionnant sur 2023 avec nos invités. Vous voulez réagir? Vous appelez au 826 300 300 pour réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Il est 13h47 sur Sud Radio et c'est votre moment, chers auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer au débat sur les attentes de 2023. Et on accueille tout de suite Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Merci pour cette belle émission. Merci à vous et meilleurs vœux. Merci à vous aussi. J'ai 72 ans, j'ai toujours été chef d'entreprise ou mon propre patron dans ma vie.
j'ai appartenu aussi à un syndicat de chefs d'entreprise, le Conseil national de l'entreprise, créé par Gérard Bicou. Et depuis 1998, on essaye de remuer les chefs d'entreprise pour manifester dans tous les domaines, notamment la suppression des impôts trop lourds, des certaines taxes, etc. On s'est toujours bagarré et nous n'avons pas été suivis par ces chefs d'entreprise. Mais nous avions prévu ce qui allait arriver. Alors, moi, à la limite, je suis pour la retraite à 72 ans, à condition que tout le monde travaille. Mais si vous avez perpétuellement 3 à 6 millions de chômeurs, vous êtes obligés de laisser en place ces personnes qui sont capables de travailler, qui ont un travail, et de les faire travailler jusqu'à 65 ans. Voilà. On ne peut pas se permettre de s'amuser, de se donner des privilèges. Par ailleurs, effectivement, le travail jusqu'à 65 ans est nécessaire parce que la durée de vie est prolongée. Donc, pour ceux qui peuvent travailler jusqu'à 65 ans, c'est nécessaire pour la patrie. Voilà. Parce que nous nous sommes laissés désindustrialiser dans ce pays par ces présidents qui, pour moi, n'ont pas été des grands patrons. Ça a été des prévaricateurs, des gens qui ont tenu le pays en empruntant. Le plus petit épicier au coin de ma rue est capable de tenir le pays à partir du moment où il peut puiser à satiété dans une caisse où il y a toujours de l'argent, sans avoir à rembourser. Guy, merci à vous. Meilleur vœu, on fait réagir nos invités. Alors tiens, justement, pour parler d'économie et de réindustrialisation, Franz-Olivier Gisbert, votre dernier livre, Histoire intime de la Ve République, la belle époque. Vous parliez à l'époque des capitaines d'industrie qui étaient les présidents français et du dernier budget en équilibre. C'était 1974, un temps que les moins de 49 ans ne peuvent pas connaître. Pour répondre à Guy. Écoutez, moi, je suis évidemment d'accord avec ce type de discours. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, il ne faut pas seulement prendre des décisions. On les attend, ces décisions sérieuses, de faire de l'économie de manière sérieuse et non pas faire des chèques comme ça a été trop le cas ces dernières années. Et pour faire de l'économie, je pense qu'il faut aussi savoir faire de la pédagogie. Il y a une période, mais ça touche d'ailleurs la période du livre, où il y avait un Premier ministre qui en faisait, et qui en faisait très bien. La preuve d'ailleurs, la droite a gagné les élections législatives de 1978, qu'on disait perdues. C'était Raymond Barre. Raymond Barre, il faisait de la pédagogie. Il expliquait qu'on ne peut pas dépenser plus qu'on gagne, enfin, des choses très simples qu'on a un peu oubliées. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit, et je pense qu'une grande partie du pays, hélas, peut-être parce que les gens sont trop influencés par les médias, il y a peut-être aussi le problème de l'enseignement aussi, et on vit un peu dans la pensée magique. Je pense qu'il faut qu'on sorte de la pensée magique, qu'on regarde la réalité en face et qu'on traite les problèmes les uns après les autres. Barbara Klein, qu'est-ce que vous voulez répondre à Guy de Paris? Non, mais comme Franz-Olivier Gisbert, que je suis assez d'accord avec son diagnostic et sa vision des choses, c'est pour reprendre une image, on a normalement tous été élevés avec l'idée que s'il n'y a plus d'argent dans notre tirelire, on ne peut pas s'acheter le petit cadeau qu'on veut se faire. Bon, voilà, et je me dis qu'en politique, ça devrait être la même chose, même si j'ai bien conscience qu'un État ne vit pas exactement comme un ménage, mais je trouve que la politique, c'est aussi faire de la politique, c'est faire le bon diagnostic, faire un état des lieux et assainir un système quand on considère qu'il n'est plus viable, et donc de prendre les mesures qui s'imposent pour sa pérennité. Jérémy Stubbs, Guy parlait de désindustrialisation. Je remontre la une de Causeur. Arrêtez d'emmerder les automobilistes. C'est une formule de Pompidou. C'est l'époque Pompidou dans le livre de Franz-Olivier Gisbert. Et ce jeu de mots extraordinaire, voiture électrique, allons enfants de la batterie. Celui-là, il est fabuleux. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Guy? C'est vrai que travailler jusqu'à 62 ans dans un pays massivement désindustrialisé, c'est quand même un peu problématique, non? Tout à fait, tout à fait. Je pense que Guy a parfaitement raison. Il a prononcé un mot très vétuste et intéressant, qui était celui de patrie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait pour la patrie. Et ça rejoint ce que Barbara disait tout à l'heure sur l'excès d'individualisme de notre époque. Le chancelier Schröder d'Allemagne, de mauvaise mémoire aujourd'hui, puisque c'est un soutien de M. Poutine, a persuadé les Allemands d'accepter une réduction de salaire pour rendre le pays plus compétitif. C'était toutes les lois Hartz. Voilà. Ils ont accepté. Et cette idée-là, faire un geste pour la patrie, pour le bien de tout le monde, pour le bien commun, c'est une logique qui apparemment ne passe plus, mais qui est la bonne logique. On passe à un autre auditeur, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Oui, merci beaucoup Guy. On accueille tout de suite Arnaud du Val-de-Marne. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour à tout le monde, meilleurs vœux à tout le monde. Meilleurs vœux à vous aussi.
On va utiliser cette formule de politesse parce que, à vous entendre, on a quand même l'impression que l'année 2023 commence exactement comme l'année 2022 qui s'est terminée. J'ai envie de vous dire que l'état de grâce des fêtes de fin d'année ont été très courtes. Voilà. Non, mais votre débat est très intéressant. J'entends tout le monde, votre auditeur, Monsieur Gisberg. Vraiment, c'est très très intéressant. Je voulais intervenir parce que on m'a contacté pour ça sur la désindustrialisation et le fait de vouloir réindustrialiser. Bon, je pense qu'il faut être clair. Aujourd'hui, la France ne peut pas le faire parce que les traités européens nous en empêchent. Enfin, disons plutôt qu'ils favorisent la délocalisation et en favorisant la délocalisation, il devient donc impossible de relocaliser. Il faut vraiment le rappeler, c'est-à-dire que tant que nous resterons dans l'Union européenne dans ces conditions-là, et de toute façon on restera dans ces conditions-là, nous ne pourrons rien faire. Tout parti, tout homme politique qui prétend pouvoir réindustrialiser la France au sens noble, il ne s'agit pas de rapatrier la fabrication des Doliprane en France, il s'agit de faire vraiment une industrie forte et costaud avec, comme vous l'avez dit, des capitaines d'industrie. Tant qu'on sera dans l'Union européenne, ça ne fonctionnera pas. Et je voudrais finir. Je voulais rappeler qu'en 1973, il y a la loi Pompidou qui est passée, qui a obligé l'État français à emprunter sur les marchés financiers. Vous l'avez justement rappelé, puisqu'en 1974, ça a été la dernière année d'un bilan positif. De budget en équilibre. Bilan positif. Oui, tout à fait. Donc, nous voyons bien qu'aujourd'hui, à partir de 1974, nous avons donc creusé la dette de la France. Aujourd'hui, et nous payons des intérêts. Aujourd'hui, les intérêts que nous payons, c'est à hauteur de 51 milliards. C'est une information qui est sortie hier sur CNews. Donc, tant que nous ne pourrions pas dévaluer notre monnaie, ce n'est pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Il nous reste 2 minutes 30. Je vais faire réagir parce que sinon on n'a pas le temps. Merci beaucoup Arnaud. Il nous reste 2 minutes 30. Alors, vous voulez réagir? Je voulais rebondir sur l'exemple de la pénurie des médicaments que je trouve très intéressante parce que sachez que l'Allemagne est confrontée à la même pénurie. On a moins de ces médicaments essentiels comme le Doliprane en France, en Allemagne parce qu'on les achète moins cher et que donc les fabricants préfèrent les envoyer dans les pays où c'est plus cher. Sachez que l'Allemagne vient de décider de se prémunir contre ce genre de cas et de considérer maintenant qu'elle sera capable de produire une partie de ces médicaments essentiels sur son territoire pour en avoir toujours sous la main. Et elle dégage aussi un budget pour pouvoir, le cas échéant, les acheter plus cher si elle vient en manquer. Donc si l'Allemagne le fait, je pense qu'on pourrait le lancer. François-Olivier Gisbert, on avait le porte-parole des producteurs d'automobiles en première partie d'émission qui disait maintenant la plus grosse usine Audi, constructeur haut de gamme en Europe, au monde, elle est plus en Allemagne, elle est en Hongrie. Est-ce que ça rejoint pas un peu ce que vient de dire Arnaud du Val-de-Marne ? Parce que là, c'est pas la Deutsche Qualität en Hongrie. Arnaud, mais je suis absolument pas d'accord avec l'idée que c'est la faute à l'Europe. Je dirais que d'abord, c'est la faute à nos gouvernants. Parce que je constate quand même que, par exemple, l'industrialisation, quand on regarde les choses objectivement, l'Italie, par exemple, n'est pas un pays désindustrialisé. C'est vrai. L'Allemagne non plus, d'ailleurs. C'est un pays très exportateur et qui exporte beaucoup de produits industriels. Donc, c'est pas l'Europe, c'est pas la conséquence de l'Europe. Et donc, c'est pas en sortant de l'Europe qu'on s'en sortira. Je pense que c'est en prenant notre destin en main. C'est-à-dire que le grand reproche qu'on peut faire à nos dirigeants, c'est un mélange d'incompétence, de je m'en foutisme, d'effectivement, tiens, il y a de l'argent emprunté, je vais encore en reprendre. Et voilà, mais sans l'idée de refonder quelque chose. Parce que la souveraineté, il faut la reconquérir. Ce que disait Barbara très juste à propos de l'Allemagne, nous, il faut aussi qu'on reconquiert notre souveraineté. Par exemple, notre souveraineté pharmaceutique. Enfin, il y a toutes sortes de... Mais l'Europe ne nous empêche pas. Le mot de la fin, Jérémy Stubbs. C'est un alibi, ce sont les politiciens irresponsables qui disent c'est la faute à l'Europe. Le mot de la fin en 30 secondes, Jérémy Stubbs. En Europe, tout peut changer selon la situation de l'Allemagne. Je me permets de citer un journal britannique que lisait beaucoup Jeanne d'Arc, The Economist, qui a fait une analyse de la performance économique de 34 pays plus ou moins riches. La France est à la 9e position, le Royaume-Uni à la 13e, ça c'est pour 2022. L'Allemagne, numéro 30. Donc ça va mal en Allemagne. Et
encore une fois, une crise, c'est une opportunité, c'est l'opportunité pour changer les choses en Europe. Merci à tous les trois. Franz-Olivier Gisbert, journaliste, auteur d'un excellent livre, Histoire intime de la Ve République, la belle époque. Merci Barbara Klein. Merci à vous. Merci beaucoup. La une de Causeur, arrêtez d'emmerder les automobilistes. Je vais me permettre de faire 2 vœux pour 2023. On n'a pas eu le temps de beaucoup élargir la politique internationale. J'espère, en pensant aux femmes iraniennes, que le régime iranien va tomber. Je me mouille, mais tant pis. Et le deuxième, mais là, Jeremy Stubbs va pas être d'accord avec moi, que la France gagne la Coupe du Monde de rugby. Merci à tous les trois. C'est de bonne guerre. C'était le face-à-face de Philippe David. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie.